Accrochez-vous, car l'histoire que les films d'action ne vous ont jamais racontée sur les seigneurs de la drogue et leurs empires éphémères est bien plus complexe et fascinante. Oubliez les mythes cinématographiques des rois du crime surgissant de nulle part. La véritable histoire du corridor d'Ojinaga, un carrefour crucial entre le Chihuahua et le Texas, est celle d'une ingénierie silencieuse étalée sur des décennies, façonnée par des routes clandestines, des points de rassemblement stratégiques et des hommes déterminés, bien avant même l'émergence des noms qui allaient transformer la carte du trafic. Imaginez la petite ville d'Ojinaga blottie sur les rives du Rio Grande où, dans les années 1970, la contrebande de marijuana et d'héroïne s'appuyait encore sur des chaînes semi-artisanales. Mais au début des années 1980, la cocaïne des Andes a commencé à s'écouler par ce même canal, modifiant radicalement l'ampleur, la rapidité et la rentabilité du commerce. C'est ici qu'émerge Pablo Acosta Villarreal, le renard d'Ojinaga qui, à partir d'un nœud central côté mexicain, a bâti un système de contrôle sur une bande frontalière d'environ 200 miles, des accès de Big Bend aux petits passages et aux chemins de terre. Sa force ne résidait pas dans la bravade, mais dans une logistique impeccable. Protection policière fédérale et étatique, contact au sein de l'armée, horaires de vol précis et horizons d'atterrissage variés, allant de l'aérodrome municipal au ranch poussiéreux doté de pistes nivelé sur la rive du fleuve. Au milieu des années 1980, Acosta n'était plus un simple transporteur d'herbe. Il faisait transiter jusqu'à 5 tonnes de cocaïne par mois via des avions à turbopropulseurs, totalisant jusqu'à 60 tonnes par an pour ses partenaires colombiens, transformant un commerce autrefois saisonnier en un flux continu. L'argent était blanchi à travers des chaînes de restaurants et d'hôtels, et le cœur de la route demeurait invisible, le programme des atterrissages et décollages nocturnes, organisé en fonction des changements de garde au point de contrôle et des patrouilles. Ce corridor n'était pas suspendu dans les airs, il était intégré à la Confédération de Guadalajara où Miguel Ángel Félix Gallardo centralisait les places fortes, distribuant les couloirs et les curateurs au nœud frontalier. C'est précisément de cette matrice qu'est venu Amado Carrillo Fuentes, neveu d'Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto, qui fut envoyé à Ojinaga pour apprendre les ficelles du métier frontalier auprès d'Acosta et superviser les cargaisons de cocaïne de son oncle. Amado devint rapidement non seulement un intermédiaire, mais un partenaire. Transbordement nocturne, récupération de camions bloqués sur les autoroutes, test de schéma où le risque était réparti entre les aérodromes, les passages et les camions répliques. Le tandem Acosta-Carrillo n'a pas engendré une verticale, mais une modularité de réseau préfigurant le futur cartel. La majeure partie de la violence restait périphérique, tandis qu'au centre se trouvait la discipline des vols et des paiements pour la protection. Mais plus le tonnage et la marge étaient élevés, plus la tension, non seulement des concurrents, mais aussi des forces étatiques, augmentait. Entre 1984 et 1986, le pouvoir d'Acosta atteint son apogée, puis commença à s'accumuler une masse critique de vulnérabilité opérationnelle. Le printemps 1987 marqua le moment où le système invisible a craqué bruyamment pour la première fois. Dans le village de Santa Elena, sur la rive mexicaine face à l'Agitas, des hélicoptères de la police fédérale ont atterri, et du côté américain, leurs homologues étaient en poste, des agents des forces de l'ordre qui surveillaient Ojinaga depuis longtemps avec leurs propres moyens, bases et affaires croisées. L'affrontement a eu lieu sur les toits et dans les ruelles, et le renard d'Ojinaga est mort en avril 1987, l'apogée d'un raid qui devait non seulement couper la tête, mais aussi briser l'habitude d'impunité du corridor. Pour le monde frontalier, ce fut plus qu'une simple liquidation d'une personne. La comptabilité des vols s'est effondrée, la stratification des salaires et les horaires des fenêtres, au passage, ont été bouleversés, et des dizaines de personnes liées à Acosta ont été contraintes de chercher une nouvelle gravité. C'est précisément dans ce vide que Rafael Aguilar Guajardo, ancien commandant du DFS, qui, sous Acosta, était le bras droit et connaissait mieux que quiconque les nœuds nerveux du corridor et comment éviter la désintégration des équipes sur le terrain, est entré sans hésitation. Aguilar a pris les rênes de la direction et a nommé Amado Carrillo son adjoint, précisément l'élève d'Acosta, qui avait déjà prouvé sa capacité à maintenir les horaires et à négocier là où une arme automatique était inutile. Dans le langage de la rue, cela semblait simple. Le corridor était vivant, la caisse redémarrée, les parts réécrites. Mais en réalité, la transformation de l'atelier d'Ojinaga en ce qui serait plus tard appelé le cartel de Juarez, a commencé. Ce corridor n'était pas une entité isolée. Il était intégré à la Confédération de Guadalajara, où Miguel Ángel Félix Gallardo centralisait les places fortes, répartissant les couloirs et les curateurs au point frontalier. C'est précisément de cette matrice qu'est arrivé Amado Carrillo Fuentes, neveu d'Ernesto Fonseca Carrillo,
surnommé Don Neto, qui fut envoyé à Ojinaga pour apprendre les ficelles du métier frontalier auprès d'Acosta et superviser les cargaisons de cocaïne de son oncle. Amado devint rapidement non seulement un intermédiaire, mais un partenaire à part entière. Transbordement nocturne, récupération de camions bloqués sur les autoroutes, test de schéma où le risque était réparti entre aérodromes, passages et camions-leurres. Le tandem Acosta-Carillo n'a pas engendré une structure verticale, mais une modularité de réseau préfigurant le futur cartel. La majeure partie de la violence restait périphérique, tandis qu'au centre se trouvait la discipline des vols et le paiement des protections. Mais plus le tonnage et la marge augmentaient, plus la tension, non seulement des concurrents, mais aussi des forces étatiques, s'intensifiait. Entre 1984 et 1986, le pouvoir d'Acosta atteignit son apogée, mais par la suite, une masse critique de vulnérabilités opérationnelles commença à s'accumuler. La réalité de ces changements se lit dans les détails qui font rarement la une, mais déterminent la stabilité de toute place forte. Sous Acosta, les cargaisons mensuelles de 5 tonnes arrivaient aussi bien à l'aérodrome municipal qu'au chemin de terre le long du Rio Grande, au-dessus d'Ojinaga, et cette flexibilité de parcours est devenue la norme pour ses successeurs. Les contrats avec les Colombiens, initialement établis pour l'herbe et l'héroïne, ont été entièrement réorientés vers la cocaïne au milieu des années 1980. Plus facile à transporter, à cacher et à assurer une tendance à l'échelle continentale, reflétée dans toutes les places fortes frontalières. La couverture du DFS et les liens dans l'armée ne fournissaient même pas une armure complète, mais plutôt une assurance contre les imprévus. Et au printemps 1987, cette assurance a pris fin, de manière démonstrative et bruyante, afin que le signal soit compris des deux côtés. Mais le corridor lui-même, un réseau de personnes, de places fortes et d'habitude, ne disparaît pas avec son propriétaire, et dès 1987-1988, on constate qu'Aguilar maintient les caissiers et les chefs d'équipe, et Amado élargit le calendrier des vols selon les nouveaux programmes des Colombiens. Leur union temporaire a été un pont entre l'ère de l'atelier régional d'Acosta et celle de la holding aéronautique de Carillo, où il n'y avait plus de place pour l'aléatoire, et où chaque tonne représentait un tableau, une fenêtre et un soutien du côté américain. Ainsi se compose le chapitre 0 de l'histoire, qui débute habituellement par des guerres et des arrestations retentissantes, mais qui, en réalité, découle d'une école frontalière. L'école d'Ojinaga a enseigné aux futurs seigneurs des cieux que ce n'est pas la balle qui décide, mais l'horaire. Pas la rage, mais le corridor. C'est pourquoi la mort d'Acosta n'a pas été une fin, mais une frontière au-delà de laquelle la matrice logistique de Juarez a commencé à prendre ses contours définitifs. Après la liquidation de Pablo Acosta au printemps 1987, le corridor d'Ojinaga ne s'est pas effondré, mais est passé sous le contrôle d'un groupe de personnes qui en comprenaient mieux que quiconque les nœuds nerveux. L'ancien officier du service de sécurité d'État DFS, Rafael Aguilar Guajardo, a pris la direction principale. Et Amado Carillo Fuentes, neveu d'Ernesto Fonseca, Don Neto, de la Confédération de Guadalajara, est devenu l'opérateur et négociateur clé sur le terrain. Le recours à des calculs éprouvés avec les brigades sur le terrain, au calendrier des transbordements nocturnes et aux liens hérités de l'époque de Guadalajara a permis de stabiliser rapidement le flux à travers le Chihuahua vers le côté américain, où Ciudad Juárez, face à El Paso, est devenu un pôle d'attraction naturelle. C'est à cette période qu'un glissement silencieux du centre de gravité a eu lieu, de l'atelier frontalier d'Ojinaga vers la plateforme urbaine de Juárez, où les infrastructures, le personnel et les réseaux de couverture ont permis de transformer des schémas improvisés en logistique sérielle. Pour Amado, ce n'était pas une promotion honorifique, mais une niche occupée qui exigeait une approche systémique. Maintenir les horaires de vol, assurer les cargaisons, synchroniser les trajets terrestres et les fenêtres de négociation avec les fournisseurs de cocaïne, dont les conditions sont devenues plus strictes à mesure que les volumes et les enjeux augmentaient. Après l'arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, la Confédération de Guadalajara a été redéfinie en place forte, autonome. Et c'est alors que la nouvelle loi fondamentale du marché s'est consolidée. Les routes sont passées, formellement et de fait, aux managers régionaux et Juárez est entré dans l'orbite du clan Carillo Fuentes. Cette fixation du statut n'était pas un symbole vide de sens, elle signifiait légalement, dans la logique de la narcopolitique, la consolidation du corridor et des droits contractuels qui régulaient le flux transfrontalier et la répartition des risques entre les opérateurs. Pour Aguilar, cela fournissait une couverture politique et pour Amado, un appui solide pour augmenter les volumes de cocaïne qui surpassaient en rentabilité les marchandises précédentes et pour transférer les transports sur la matrice aérienne. Au début des années 1990, l'alliance Aguilar-Carillo apparaissait comme un schéma rationnel de Dumvira. Le premier gérait les accords de réseau et le périmètre
maître de force au Chihuahua, le second construisait systématiquement les routes et l'aviation, acquérant auprès des fournisseurs la réputation d'une personne qui transformait les tonnes en un programme. Déjà à l'époque, on attribuait à Amado une caractéristique circulaire. Il augmentait la flotte d'avions et les canaux de blanchiment, ce qui lui aurait permis, quelques années plus tard, d'être appelé El Señor de los Cielos, le Seigneur des cieux. Mais c'est précisément la solidité de cette matrice qui rendait inévitable le conflit interne. Toute structure triumvirale avec une croissance exponentielle d'argent et de risques est sujette à la décompression. Au printemps 1993, dans la station balnéaire mexicaine de Cancún, l'équilibre fut brisé par des coups de feu. Rafael Aguilar Guajardo fut tué, un événement que la presse a enregistré comme une élimination démonstrative sous la musique de plage, et cet assassinat a immédiatement déplacé le centre de commandement vers Amado. Dans les dossiers et profils ouverts, il est enregistré qu'Amado a pris le contrôle de Juárez après l'élimination de son chef, transformant le lien en une verticale avec un noyau aéronautique. La configuration du pouvoir après Cancún semblait sans romantisme. Les caisses et les équipes armées furent de ressoumis, les principaux dispatchers des routes renouvelèrent leur loyauté et les fenêtres à la frontière furent réorganisées selon de nouvelles priorités, vitesse de rotation et assurance de grandes cargaisons via des avions de réserve et des trajets terrestres doubles. Il est important qu'à ce moment, Amado non seulement s'empare du corridor, mais en reprogramme l'économie, déplaçant le centre de profit de la rente naturelle de la place forte vers une machine financière logistique où avions, leviers de crédit et intermédiaires de calcul s'intégraient dans un modèle unique. Son surnom de Seigneur des cieux, non pas pour une phrase à effet, mais comme conséquence directe de la pratique, une grande flotte d'avions à réaction qu'il finançait par des schémas transnationaux de blanchiment lui permettait de livrer de la cocaïne à l'échelle industrielle et sous une toile sonore générale de l'aviation commerciale. Cette technologie réduisait drastiquement les coûts par unité, augmentait la tolérance aux erreurs et faisait de Juárez un concurrent systémique dans la bande centrale du Mexique. Parallèlement, Amado fit ce qui distingue une organisation des brigades. Il attira le noyau familial, frères et neveux, dans les circuits de gestion et cela signifiait un verrouillage sur les risques clés de trahison et de stratification dans la redistribution des parts. Son frère Vicente Carrillo Fuentes devint la figure responsable de la consolidation et son neveu Vicente Carrillo Leiva, membre de la génération qui formaliserait plus tard les rôles blancs et les contours financiers, ce qui serait critique pour la traite du blanchiment. Cette doctrine familiale se basait sur la vieille école de Guadalajara, faire confiance au sang, pas aux positions. Et c'est pourquoi les contours de Juárez en 1993 devinrent non seulement plus rapides, mais aussi plus résistants au choc. En fin de compte, à l'automne 1993, sur le flanc nord du Mexique, un hybride rare pour l'époque s'était formé, une holding aéronautique au-dessus du corridor, basée sur la plateforme urbaine de Juárez, un leadership familial et des dizaines de nœuds autonomes des deux côtés de la frontière, des passages frontaliers aux entrepôts de transit. C'est précisément cette construction qui a rendu possible une ascension rapide au sommet au milieu de la décennie. Mais ces éléments originaux se sont formés entre 1987 et 1993, de l'inertie de l'école d'Ojinaga, à travers la régulation de la place forte après 1989, au tournant brutal de Cancún et à la standardisation ultérieure de la matrice aéronautique. Il n'y eut pas de vol soudain. Ce fut un réseau soigneusement assemblé, auquel il ne restait plus qu'à augmenter la fréquence des vols, afin que du corridor dérive ce qui serait plus tard appelé le trafic le plus rentable de l'ère d'Amado. En 1993, Juárez avait définitivement cessé d'être un atelier frontalier pour se transformer en une plateforme gérée, où Amado Carrillo Fuentes, après l'élimination de Rafael Aguilar Guajardo, avait réuni sous un même périmètre l'aviation, les canaux financiers et le circuit de gestion familiale, misant sur la vitesse de rotation et l'assurance de grandes cargaisons de cocaïne grâce à des trajets de réserve et une redondance réfléchie des routes. La logique de gestion de cette ascension n'apparaissait pas comme un coup de force, mais comme une ingénierie des horaires, vols nocturnes, synchronisation des atterrissages, duplication des convois terrestres et à fenêtre, au passage de Ciudad Juárez, où chaque avion supplémentaire réduisait le risque d'interruption de toute la chaîne et augmentait la capacité de transit du corridor. À la base, il y avait un principe simple mais infaillible, transformer l'improvisation des années 1980 en un flux standardisé des années 1990, où les nœuds clés, aérodromes, entrepôts, caissiers, dispatchers, fonctionnaient comme un système unitaire avec une comptabilité claire des risques et des paiements. Le symbole de cette transformation fut l'aviation. Amado augmenta la flotte d'avions à réaction, finançant l'achat et l'entretien par des schémas de blanchiment à plusieurs niveaux, et c'est précisément pour cette matrice céleste qu'il reçut le surnom de El Señor de los Cielos, le Seigneur des cieux.
Les avions à réaction, contrairement aux chevaux de bataille, à turbopropulseurs du tournant de la décennie, permettaient d'échapper à l'interception grâce au profil de vol, au masquage sous des activités commerciales et à un temps au sol réduit, ce qui diminuait drastiquement la vulnérabilité des grandes cargaisons. Au sol, cela était complété par des routes miroirs à travers le Chihuahua et des sorties du côté américain dans la zone d'El Paso, où la logistique s'appuyait sur les habitudes des années 1980, mais les dimensions correspondaient déjà au milieu des années 1990. Le parapluie aéronautique au-dessus du corridor augmenta la tolérance aux erreurs de tout le réseau. Chaque nouvel avion n'ajoutait pas seulement du tonnage, mais diminuait la dépendance vis-à-vis d'un passage ou d'une brigade particulière, rendant l'organisation moins sensible aux pannes et aux arrestations locales. Le volet financier de ce modèle exigeait la même discipline que le volet opérationnel. Le blanchiment des revenus se faisait par des strates de sociétés écrans, des investissements dans des activités légales et des réseaux de règlements distribués, ce qui rendait difficile le traçage rapide des flux et permettait de gérer les leviers de crédit pour de nouveaux avions et cargaisons. La doctrine familiale rendait ses contours moins fragiles. Le frère Vicente Carrillo Fuentes et le neveu Vicente Carrillo Leiva occupaient des rôles clés, où non seulement l'administration était requise, mais aussi la confiance par défaut, réduisant la probabilité des interceptions, des caisses et des nœuds de contrôle. Cette formule, aviation, finance, noyau familial, a donné le rythme avec lequel Juarez a atteint un niveau continental de concurrence en maintenant la place forte, la place forte et en étendant son influence au-delà de la représentation unidimensionnelle d'un corridor frontalier. C'est alors que Juarez cessa d'être une simple géographie pour devenir un modèle, flexible aux chocs externes, mais rigide dans sa discipline interne, où les horaires étaient plus importants que les titres et les échecs plus coûteux que toute démonstration de force. La clé de la stabilité restait la source des produits, et au milieu des années 1990, Amado renforça les canaux avec les fournisseurs colombiens, qui appréciaient en lui la prévisibilité des horaires et la garantie de rotation, basée non pas sur le charisme, mais sur des accords de niveau de service logistique spécifiques. La logique du bras colombien, combinée au noyau aéronautique, permettait à Juarez de rivaliser non pas pour les symboles, mais pour les métriques, temps de transit, intégrité du chargement, stabilité des paiements, ce qui entraînait la redistribution de grandes cargaisons en faveur de ceux qui généraient moins de bruit et plus de répétabilité. Dans le contexte mexicain, cela se traduisait par des accords mutuels d'accès aux routes et des ententes tacites sur les fenêtres, dans les sections les plus sensibles, où la violation des règles menaçait non seulement des pertes, mais une guerre systémique, que les participants ne rechercheraient pas encore au milieu des années 1990. La priorité restait les revenus, et c'est pourquoi, même en cas d'exacerbation à l'échelle locale, Juarez les gérait en mode réparation et non destruction des routes, conservant la réputation d'un opérateur capable de tenir parole malgré n'importe quel vent politique. Cependant, c'est précisément l'ampleur et la régularité des flux qui attirèrent sur Juarez une attention soutenue des deux côtés du Rio Grande, et dès 1996, la pression des forces fédérales mexicaines et américaines devint systémique, non plus épisodique. Au niveau politique, Mexico cherchait à combiner des coups démonstratifs avec une réforme organisationnelle des agences antidrogue, ce qui créait de courtes périodes de turbulence sur les routes, mais ne détruisait pas la matrice de Juarez jusqu'à ce que le coup atteigne le cœur du bouclier étatique. En février 1997, le général Jesús Gutiérrez Rebolo, chef de l'Institut national de lutte contre le trafic de drogue, fut arrêté, accusé de lien avec Amado Carrillo Fuentes et d'avoir fourni une protection à ces structures, un scandale qui restera dans l'histoire comme le cas du narco-général. Le seul fait de l'arrestation du général anti-cartel révéla la profondeur de l'infiltration de Juarez dans les strates étatiques et modifia drastiquement le ton des poursuites. À partir de ce moment, pour Amado, chaque vol et chaque calcul devinrent partie d'un compte à rebours politique qui ne se déclenchait plus dans le corridor, mais au sommet du bloc de pouvoir. Dans ces conditions, la logique de survie exigeait non seulement la réduction des traces visibles, mais aussi un changement de visage. Et à l'été 1997, Amado préparait une procédure radicale, des interventions de chirurgie plastique qui devaient effacer ses traits distinctifs et lui permettre de sortir du champ de vision sans interrompre le fonctionnement de la matrice. De telles opérations étaient rares pour l'époque, mais correspondaient à son style, résoudre un problème stratégique non pas par un spectacle, mais par une série de solutions technologiques, bien que risquées si le prix de l'échec était l'ensemble du réseau. Pour Juarez, cela apparaissait comme une étape supplémentaire pour renforcer l'anonymat de la gestion où les schémas étaient plus importants que les personnalités et le changement d'apparence du leader seulement un élément d'un système plus large de masquage, de duplication et de réserve.
Au sol, les horaires de vol continuaient d'être respectés, les couloirs assurés et les fenêtres d'accord maintenues, et c'est pourquoi, au milieu de 1987, Juarez non seulement restait en service, mais était au sommet de sa maturité opérationnelle, acquérant dans l'ombre de l'État et de la frontière son contour le plus élevé, mais aussi le plus vulnérable. À l'été 1987, Juarez atteignit l'apogée de sa maturité opérationnelle, mais c'est précisément à ce moment que le leader de la structure, Amado Carrillo Fuentes, subit une série d'interventions de chirurgie plastique à Mexico, après lesquelles il mourut début juillet des suites de complications, comme officiellement enregistrées dans les documents concernant sa biographie et les circonstances de son décès. Dans le même contexte d'événements s'inscrivit la répression contre les médecins impliqués dans les procédures, dont les corps furent retrouvés tués peu après, et l'épisode lui-même consolida la réputation du cartel comme une organisation qui élimine les maillons vulnérables à tout prix. La résonance de la mort du Seigneur des cieux affecta non seulement la réputation, mais aussi la matrice de gestion. D'une part, le réseau restait standardisé et dupliqué. D'autre part, la disparition du coordinateur central menaçait un effet domino sur la place forte et les circuits financiers. L'effondrement de les écrans personnels déclencha presque instantanément une lutte pour l'héritage, et dans le vide créé après juillet 1997, des groupes concurrents firent leur entrée, y compris le clan Muñoz Talavera, qui chercha à convertir les actifs sur le terrain en contrôle du corridor. La période suivant la mort d'Amado fut accompagnée d'une série d'assassinats ciblés et de réorganisation de caissiers et de dispatchers, où l'objectif était de maintenir le cœur mexicain, les horaires de vol et les fenêtres convenus à la frontière Juarez-El Paso. À l'automne, il devint clair que l'avantage était du côté du noyau familial, et Vicente Carrillo Fuentes, frère d'Amado, consolida les leviers de gestion, poursuivant la ligne sur la discipline des routes et du financement. Le rôle de Vicente, en tant que figure publique et opérateur, s'est consolidé non seulement en interne, mais aussi dans la description externe de la configuration de Juarez, où il figurait comme le successeur et le stratège qui avait maintenu la place forte après la perte choc du centre. Dans les profils en langue anglaise, le surnom de Elvis Roy s'est consolidé pour lui, indiquant le caractère du pouvoir. Non pas un culte charismatique, mais une régulation technocratique héritée de l'école logistique d'Amado. Au niveau pratique, cela signifiait la conservation des modules clés, branches aériennes, entrepôts distribués, caisses et à boucles de règlement, liés à des personnes, non à des enseignes. Il est important de souligner qu'au moment de la perte du leader, le cartel avait déjà subi le test de résistance de l'État. En février 1997, le chef de l'Institut mexicain antidrogue, le général Jesús Gutiérrez Rebolo, fut arrêté, accusé de lien avec Amado, ce qui fit de Juarez non seulement l'objet de pressions criminelles, mais aussi partie d'une crise politique au sein du bloc de pouvoir. Ce scandale accéléra les décisions sur l'ordre au sein des agences et provoqua le montage d'opérations de force contre les corridors, y compris Juarez, ce qui augmenta la prime de risque des opérations et rendit l'option de doubler les routes inévitable. Sur cette lancée, Vicente dut simultanément colmater les fissures internes et maintenir les fenêtres externes où tout échec pouvait entraîner la perte d'une cargaison et de la réputation auprès des fournisseurs. Du point de vue de la structure, Juarez, entre fin 1997 et début 1998, revenait aux règles de base de la stabilité du réseau, autonomie des nœuds, minimisation des dépendances interneux et une comptabilité rigoureuse des risques et des paiements le long des lignes afin d'exclure les effets de propagation des pannes. Pour le contrôle au sol, la fonction de la LINIA se renforça, un noyau composé d'agents de police actifs et anciens de l'État de Chihuahua qui remplissaient des tâches de coercition, de couverture des routes et de travail avec les partenaires de la rue. Du côté américain, le circuit de soutien clé était fourni par le gang Barrio Azteca qui opérait en tandem avec Juarez et maintenait son influence dans les sections El Paso-Juarez, ce qui offrait une flexibilité dans les transbordements et la dissimulation. Dans les premiers mois post-crise, Juarez a dû confirmer aux fournisseurs ce pourquoi toute la matrice céleste avait été construite. La répétabilité des vols, l'intégrité des tonnages et la prévisibilité des paiements, indépendamment du changement de figure à la tête. C'est ici que la standardisation introduite par Amado de son vivant a joué un rôle. Les horaires, la duplication des avions et les trajets terrestres indépendants les uns des autres ont résisté à l'attaque d'en haut. Maintenant, le rythme des livraisons. Cette résilience est devenue un argument contre la scission et a permis à Vicente de gagner du temps pour les changements de personnel et la réécriture des loyautés dans les caisses et les centres de contrôle.
Parallèlement, l'intensité de la pression armée augmentait des deux côtés de la frontière. Mexico et Washington synchronisaient leurs priorités et leurs ressources dans la guerre contre les cartels, augmentant la fréquence des raids et des poursuites sur les routes de blanchiment. Pour Juárez, cela signifiait la nécessité de s'enfoncer encore plus profondément dans la strate des masquages, des entités légales fictives au changement des schémas de paiement et de transport afin de réduire la traçabilité des flux. Malgré le tapage et le contexte politique, le corridor Juárez-El Paso continuait à remplir sa fonction, car il restait un réseau de nœuds et d'habitudes, et pas seulement une enseigne sous le nom d'un leader disparu. En 1988, il est devenu évident que Juárez, sous la direction de Vicente, ne cherchait pas des guerres démonstratives, mais visait à préserver la rente de la place forte par des opérations de réparation et des résolutions négociées là où cela réduisait le coût des risques. Les frictions externes avec les voisins et les concurrents ont été transférées d'un mode de guerre totale à un mode de gestion des incendies, où le conflit était localisé et le corridor restait ouvert pour les cargaisons prioritaires. Cette politique différait de l'escalade future de la fin des années 2000 et reposait sur la confiance des fournisseurs que Juárez était toujours le meilleur opérateur pour le transit de la cocaïne dans cette section. Le modèle de gestion familiale, initié par Amado, s'est avéré la clé pour surmonter le syndrome « après le leader, le désert ». Le noyau familial assurait la confiance dans les interfaces critiques, caisses, entrepôts, centres de contrôle, où le sabotage aurait pu détruire la route en une semaine. Vicente a impliqué dans la gestion des personnes capables de maintenir l'équilibre entre force et logistique, sans privilégier les spectacles par rapport aux horaires, ce qui était particulièrement important dans la phase post-crise. Ce pragmatisme a rendu possible non seulement la survie, mais aussi le maintien de la spécialisation précédente, cocaïne à forte marge, avec une branche aéronautique protégée par des duplications et des assurances. Mais même en maintenant le rythme du corridor, l'ombre de 1997 restait un facteur systémique. Chaque nouvelle grande cargaison passait sur fond du souvenir du narco-général et des opérations de chirurgie plastique, devenu le point final de la carrière d'Amado, et cela poussait les dirigeants de Juárez à un anonymat et à une distribution des rôles accrus. Le réseau continuait de se développer selon le principe poids dans la logistique, légèreté dans les manifestes, où les insignes publics devenaient un actif à rendement négatif et la meilleure preuve de force était l'absence de bruit tout en maintenant le flux d'argent. Ainsi, la restructuration post-Amado s'est conclue par la transformation de Juárez en une organisation où les personnalités reculent et le corridor demeure, se préparant à de nouveaux cycles de compétition et à de futurs affrontements qui, quelques années plus tard, résonneraient avec des noms connus du monde entier. À la fin des années 1990, la structure de Juárez fonctionnait comme un réseau bien orchestré de nœuds et d'horaires, et c'est dans cette architecture que Vicente Carrillo Fuentes s'affirma comme successeur, maintenant la place forte, après la mort choc d'Amado et rétablissant la routine des livraisons sans guerre démonstrative ni gestes éclatants comme enregistrés dans les profils de l'organisation et de Vicente lui-même. Son image de Elvis Roy reflétait non pas le charisme, mais la technique de gestion, régulation, duplication des routes, assurance des cargaisons et discipline des caisses, héritée comme doctrine de la matrice céleste d'Amado et transférée dans la pratique quotidienne de la fin de la décennie. Sur le terrain, cela signifiait les branches aériennes restaient le cœur du flux, les entrepôts et les centres de contrôle travaillaient de manière autonome et au nœud frontalier Juárez-El Paso, la la prévisibilité des fenêtres était maintenue, pour laquelle les fournisseurs colombiens payaient non moins que pour la rapidité. Le point faible était le même que le point fort. Plus la logistique est stable, plus tout changement de règles est coûteux. Et c'est pourquoi les premières années du gouvernement de Vicente furent un cours de réparation et de conservation, non d'expansion à tout prix. Après l'évasion de Joaquín Guzmán Loera de prison en janvier 2001, l'équilibre des pouvoirs dans le nord commença à se déplacer, car le bloc de Sinaloa, en pleine reprise, augmenta drastiquement son appétit pour les corridors, où des pactes de non-ingérence étaient auparavant en vigueur. Et c'est alors que la tension dans la zone de Juárez commença à s'accumuler systématiquement, et non plus ponctuellement. Pour Juárez, cela se traduisit par une augmentation des coûts de transaction, plus de réserves, plus de chiffrement, plus d'intermédiaires, et par le retour à l'ancienne règle du réseau, la discipline est plus importante que les ambitions, si le prix de l'erreur est un corridor fermé. Le renforcement de la ceinture de sécurité autour des routes s'effectua via la Linea, un noyau de policiers actifs et anciens de Chihuahua qui se transforma en un mécanisme de coercition et de protection au niveau des routes, des autoroutes et des nœuds municipaux, en maintenant les fenêtres contractuelles et en étouffant les conflits locaux avant qu'ils ne dégénèrent.
Parallèlement, du côté américain, Barrio Azteca maintenait sa niche, un gang qui interagissait avec Juarez dans un lien rue logistique, fournissant des cachettes, des communications et des transferts dans le tronçon d'El Paso où le contrôle de rue se traduisait par une flexibilité opérationnelle. La ligne de Vicente fut maintenue tant que la politico-économie du marché ne présenta pas la facture la plus élevée. La question du statut et du contrôle à Sinaloa, où se croisaient intérêts économiques et codes de réputation. Et la médiation s'avéra plus coûteuse que la guerre. Le 11 septembre 2004, à Culiacán, Rodolfo Carrillo Fuente, frère cadet de Vicente, connu sous le nom de El Niño de Oro, fut assassiné, et de nombreux témoignages et documents indiquaient que la cause en était le refus démonstratif de serrer la main à Guzman et le signal de non-reconnaissance de sa suprématie, suivi ensuite par l'ordre d'élimination. Le fait de l'assassinat de Rodolfo devint un point de non-retour. Derrière la façade de la logistique rationnelle réapparut la vieille logique des symboles, où le manque de respect est plus coûteux que des centaines de millions de chiffres d'affaires. Et Juarez passa du mode de réparation à celui d'opération de représailles. Peu après, en prison, le frère de Guzman, Arturo Guzman Loera, et El Pollo, Yakironuer El Kielon, Yarapel fut tué, ce que les sources ouvertes lièrent à la réponse de l'entourage de Carrillo Fuentes, et ce double coup consolida une nouvelle qualité du conflit, un compte personnel devenu un proxy pour les cartels. L'organisme de réseau, construit par Vicente, a surmonté le premier choc sans s'effondrer, car la duplication des nœuds et l'autonomie des sections ont permis de maintenir le rythme des transports, mais le coût de la stabilité augmentait, chaque cargaison nécessitait plus de circuits de protection et plus de contraintes politiques dans les municipalités et les forces de l'ordre. L'alinéa dans ces conditions s'est transformé de soutien de la place forte en bouclier sur le terrain, servant d'intermédiaire et de bourreau sur de courts tronçons où la violation d'une fenêtre pouvait compromettre une semaine de travail, et une fusillade pouvait fermer les ponts indéfiniment. Du côté nord, Barrio Azteca continuait à jouer le rôle d'interface routière, combinant recrutement, escorte, stockage et tampon entre la grande logistique et les micro-marchés, ce qui permettait à Juarez de maintenir une densité de présence sans publicité excessive. Au sein du noyau de Juarez, Vicente maintenait la coordination familiale, redistribuant les rôles entre opérateurs fiduciaires et financiers, afin que caisse et entrepôt ne dépendent pas d'une seule personne et ne deviennent pas un point de défaillance unique. Au niveau macro, la fin de 2004 a enregistré une nouvelle géométrie de la bande nord. Sinaloa augmentait son influence, s'appuyant sur la marque rétablie de Guzman et de ses alliés, tandis que Juarez maintenait la place forte grâce à l'inertie de la logistique, à la profondeur des liens locaux et à la capacité de réparer les routes sous le feu. C'était une pause pré-belliqueuse seulement dans la rhétorique. En pratique, les deux parties intensifiaient le renseignement, l'interception et la démoralisation du personnel adverse, augmentant les enjeux dans les municipalités frontalières du Chihuahua, où chaque shérif et chaque chef de district comptait plus que les slogans sur les banderoles. C'est dans cette compétition visqueuse entre vieille école et nouvelle mobilisation que se définissaient les trajectoires de la seconde moitié de la décennie. Juarez maintenait son avantage dans l'ingénierie du corridor et les habitudes des nœuds Sinaloa, dans la vitesse de mobilisation et l'étendue des ressources humaines. Et le prix de l'erreur pour les deux parties est devenu considérablement plus élevé après la liquidation de Rodolfo. Financièrement, Juarez demeurait un opérateur, non un acteur principal du marché. Sa rente reposait sur la répétabilité et une faible turbulence par rapport aux revenus. Et c'est précisément cette philosophie qui explique pourquoi, même sous la menace d'une guerre ouverte, l'accent était mis sur la réparation et le colmatage des brèches, plutôt que sur des raids démonstratifs qui bloquaient les fenêtres pendant des mois. Mais combiner la réparation avec les coups de représailles exigeait un équilibre de plus en plus subtil. Et vers la fin de 2005, il devint évident que la phase critique avait été dépassée. Le prix symbolique de la poignée de main avait transformé la compétition pour le corridor en un conflit chronique qui ne pouvait plus être contenu uniquement par des horaires et des assurances. Juarez entra dans le cycle suivant non plus comme un opérateur invisible, mais comme une partie d'une grande guerre du marché de la drogue au Mexique, où chaque tonne, chaque avion et chaque caissier se transformaient en partie d'une mathématique politique qui dépassait en ampleur n'importe quelle petite place forte locale. Et c'est précisément ce qui commença à expliquer la dramaturgie de 2007-2011 qui allait se dérouler dans les mêmes rues qui autrefois ne visaient que le silence et la vitesse. À partir de la mi-2006, lorsque le pouvoir fédéral mexicain a militarisé la lutte contre le narcotrafic, la bande nord a rapidement vu ses corridors s'échauffer. Et à Ciudad Juárez, cela s'est manifesté plus tôt et plus brutalement qu'ailleurs. Juárez a répondu comme à son habitude, non par des démonstrations de force, mais par la réparation de la logistique, le repositionnement des nœuds et le renforcement du bouclier sur le terrain via la Linea, dont le noyau était composé d'agents de police actifs et anciens de Chihuahua. Du côté américain, l'interface était maintenue par Barrio Azteca, qui assumait des fonctions d'escorte et de contrôle routier à El Paso, où les fenêtres
et le changement rapide de route devenaient cruciaux. Dès 2007, la tension cessa d'être un différend local pour un carrefour et se transforma en une guerre pour la place forte. Le bloc de Sinaloa exerçait une pression intentionnelle sur le corridor de Juárez, cherchant à évincer Juárez de sa position d'opérateur par défaut. La réponse de Juárez consista à saturer le corridor avec les forces de la Línea, à séparer les flux et à augmenter la redondance. Chaque nouvelle route, entrepôt et centre de contrôle devait vivre de manière autonome et ne pas entraîner ses voisins en cas d'attaque. Dans un tel régime, même une victoire lors d'une fusillade ne signifiait rien, si les horaires sautaient et si les tonnages étaient bloqués entre les ponts et les chemins de terre du désert. En 2008-2009, la ville devint synonyme d'escalade. Sur fond de la guerre contre les cartels généraux, Juárez figura parmi les nœuds les plus meurtriers du pays où les réseaux concurrents se détruisaient mutuellement. Non pas les façades, mais le rythme des livraisons. L'enjeu significatif de la lutte était simple. Celui qui détient les fenêtres et les caisses détient la rente de la place forte, et tout le reste ne fait que créer du bruit autour des centres de contrôle qui travaillent frénétiquement. Dans ces conditions, le bouclier de terrain de Juárez participait de plus en plus souvent à des affrontements ouverts, empêchant le rival d'accéder aux passages critiques et aux soutiens municipaux de l'État. La technologie de coercition de Juárez reposait sur le lien la Línea Barrio Azteca, où la première couvrait le corridor au Chihuahua et la seconde, la route et la communication sur la rive nord du Rio Grande. Ce lien offrait de la flexibilité. Tout échec du côté mexicain était endigué par le tampon routier à El Paso et un échec sur la rive nord était compensé par une manœuvre de route à l'intérieur de Juárez. Cette double configuration permettait à Juárez de résister à un ennemi plus nombreux et plus mobilisé en payant la stabilité par l'augmentation des coûts de transaction et des risques personnels pour les maillons sur le terrain. 2010 fut l'année des coups symboliques, lorsque la guerre dépassa la logistique mais professionnelle pour frapper des objectifs emblématiques, démontrant que l'interface routière savait parler le langage de la politique. Le 13 mars 2010, à Juárez, des personnes liées au consulat des États-Unis furent tuées, et l'enquête mena à une chaîne d'exécuteurs de Barrio Azteca, ce qui conduisit par la suite à une série d'extraditions et de condamnations à perpétuité devant les tribunaux américains. En 2012 et 2019, les leaders et tireurs de BA impliqués dans cette affaire furent extradés et condamnés, et en 2025, le département de la justice des États-Unis a confirmé la poursuite des poursuites contre les dirigeants, démontrant que la couche de rue était devenue depuis longtemps un nœud transfrontalier et non un gang local. 4 mois après l'affaire consulaire, la guerre connut un autre tournant. Le 15 juillet 2010, une voiture piégée explosa à Juárez, visant la police fédérale, ce qui, pour le contexte mexicain, était une forme d'attaque rare et démonstrative. Cet épisode marqua un point de non-retour irréversible dans la tactique lorsque les opérations de rue commencèrent à copier les techniques de la guerre asymétrique, jouant sur la peur et le coût politique de la présence des forces fédérales. Dès lors, toute augmentation de contingent était considérée comme une augmentation non seulement des chances d'interception, mais aussi des risques pour l'environnement civil, dans lequel les deux parties cherchaient des fenêtres et des arrières. Pour Juárez, le prix du maintien du corridor se mesurait non seulement en argent, mais aussi en résistance du personnel. La Línea perdait des hommes et les remplacements devaient être préparés en mode de relève de combat, où une erreur équivalait à l'interruption d'une semaine de livraison. Du côté nord, Barrio Azteca se renforçait simultanément comme interface et s'affaiblissait comme position légale, car chaque affaire retentissante constituait une base de preuves pour de futures extraditions. Maintenir le double circuit devenait de plus en plus coûteux, mais c'était précisément ce qui distinguait le corridor actif d'une enseigne symbolique de place forte sur la carte. Dès 2011, l'avantage dans la bataille pour la ville était de plus en plus souvent évalué en faveur de Sinaloa, dont les flancs et les ressources permettaient de submerger Juárez par l'ampleur de la couverture et la vitesse de rotation des forces en ligne. Pour les fournisseurs, cela signifiait un réajustement des risques et une réévaluation des SLA des opérateurs, ou même sans une reddition formelle du corridor, la structure des paiements, des primes d'assurance et de la confiance changeait. Et bien que Juárez maintenait des têtes de pont et des hommes, la rente elle-même s'amenuisait et chaque échec était plus évident que durant l'ère de l'ingénierie silencieuse. La stratégie de Vicente, à ce stade, restait la même dans l'esprit, réparer plus vite que l'adversaire ne parvenait à avancer et récupérer les cargaisons grâce à la discipline logistique, plutôt qu'à des victoires symboliques dans les rues. Mais le cadre national de la guerre rendait les compromis locaux de moins en moins stables. Les fédéraux exigeaient des résultats démonstratifs et les concurrents des pertes irréversibles, et entre ces meules
meule, Juarez devait maintenir la quotidienneté des livraisons comme principal indicateur de vitalité. Dans une telle configuration, toute arme miracle devenait rapidement un fardeau et la seule monnaie restait la répétabilité des vols et la capacité non publique de réparer le corridor sous le feu. Le front légal se développa parallèlement à celui de la rue. Les affaires liées au meurtre consulaire poursuivaient leur cours aux États-Unis, consolidant les précédents de responsabilité collective de Barrio Azteca et créant une menace à long terme pour quiconque chercherait à se cacher au-delà de la frontière. Ces précédents rendaient la coopération internationale des forces de l'ordre stable et privaient Juarez de la marge habituelle entre les juridictions, sur laquelle elle s'était appuyée dans les années 1990. Dans l'ensemble, cela modifia la géométrie des risques des deux côtés de la frontière, érodant les anciennes zones neutres en matière de frontières. L'issue de la phase 2007-2011 n'a pas brusquement fait chuter la barre, mais a redessiné la carte de l'influence. Juarez restait opérationnel, mais une partie de la rente politique et des loyautés sur le terrain passait aux concurrents, et le coup de la fenêtre à Juarez a soudainement commencé à dépendre de décisions prises bien au-delà des limites de la ville. Pour le réseau, né de l'école d'Ojinaga, ce n'était pas la fin, mais une rude épreuve de sa capacité à vivre comme un système où chaque nœud est interchangeable, et chaque cargaison est un examen pour le droit d'être appelé opérateur, non une légende du passé. C'est à ce prix que le corridor est arrivé au moment où le cycle suivant d'attaque ne frapperait pas les interfaces routières, mais le noyau familial et le niveau dirigeant supérieur où les arrestations commenceraient à changer la comptabilité plus vite qu'une autre incursion de drones au-dessus du pont. Entre 2011 et 2012, la guerre pour Ciudad Juárez a remplacé la rhétorique du qui fait du qui fait le plus de bruit par la pratique du qui maintient les fenêtres. Et l'attaque contre l'interface routière est devenue le principal moyen de priver Juárez de flexibilité dans le tronçon Juárez-El Paso, où du côté mexicain le corridor était couvert par l'Alinea et du côté américain par Barrio Azteca. Pour les fédéraux, cela apparaissait comme une échelle claire d'objectifs. Éliminer les liaisons, détruire les schémas d'escorte, surcharger les caisses de preuves et expulser la couche opérationnelle des municipalités frontalières du Chihuahua, afin que les flux perdent leur répétabilité et que les primes d'assurance augmentent plus vite que les revenus. En pratique, c'est précisément ce lien, la Linea BA, qui a maintenu le double appui vulnérable mais résilient du corridor, compensant un échec sur une rive par une manœuvre d'urgence sur l'autre. Le point de rupture pour la carte de guerre légale fut les meurtres du 13 mars 2010, lorsque des personnes liées au consulat des États-Unis furent tuées à Juárez, ce qui ouvrit une longue série d'affaires contre Barrio Azteca des deux côtés de la frontière et donna aux poursuites une forme transfrontalière et durable. Dès l'été 2012, l'un des leaders de BA fut extradé du Mexique vers les États-Unis pour des accusations liées au meurtre consulaire et à l'activité du gang à El Paso, ce qui marqua le premier d'une série de ponts publics entre les juridictions. En avril 2014, un lieutenant de Barrio Azteca, reconnu par le tribunal comme l'organisateur de ces meurtres, reçut une condamnation à perpétuité aux États-Unis, consolidant le précédent de responsabilité personnelle pour la strate dirigeante de l'interface routière du cartel. Le vecteur légal continua à opérer par inertie. En novembre 2019, le tueur présumé dans l'affaire consulaire fut extradé vers les États-Unis, fermant un autre maillon de la chaîne des exécutants et des commandants. D'ici 2025, le département de la justice des États-Unis a confirmé la poursuite des extraditions et des poursuites contre les dirigeants de BA, démontrant que la couche de rue ne pouvait plus compter sur la protection de la ligne frontalière comme barrière au processus fédéral. Ces coups légaux eurent une conséquence purement logistique. Juárez perdait sur la rive nord le tampon habituel, sans lequel tout retard à l'intérieur de la ville se répercutait immédiatement sur les horaires de transbordement et les routes d'évasion à El Paso, rendant chaque cargaison plus coûteuse et augmentant la vulnérabilité aux pannes locales. Pour maintenir la prévisibilité des fenêtres, il était nécessaire d'augmenter la redondance du côté mexicain, ce qui faisait de la Linea non seulement un bouclier de force, mais un régulateur de l'écologie routière, où tout affrontement démonstratif coûtait plus cher que l'interruption d'une semaine de livraison. Les directives de la politique fédérale travaillaient contre l'ingénierie silencieuse, la militarisation de la lutte contre les cartels et la coordination avec les États-Unis augmentaient la fréquence et la profondeur des intrusions des forces de l'ordre, privant le réseau de sa marge habituelle dans les municipalités et les tribunaux. Pour Barrio Azteca, cette phase signifiait un épuisement stratégique. Chaque extradition ou condamnation à perpétuité très médiatisée rompait le tissu de confiance entre les cellules et accélérait le renouvellement qu'il était impossible de combler avec des recrutement hâtif sans une baisse de la qualité de l'escorte routière. D'en bas, cela apparaissait comme une réparation continue. Réorganisation des caissiers, nouveaux quartiers refuges, reprogrammation d'urgence des canaux de communication et des coursiers, ce qui réduisait inévitablement la densité et la vitesse de réaction aux pannes à l'intérieur de Juárez. Pour les fournisseurs, le signal était transparent. Le risque n'explosait pas dans les titres,
mais dans les SLA, dans l'interruption de la fenêtre, dans la nécessité d'assurer la route avec un deuxième trajet, dans l'augmentation des commissions des intermédiaires dans les nœuds de transit. La Linea, quant à elle, opérait à Pasierguero, Gianzino-Sinoneen et Chiatere à basse fréquence, réduisant la publicité et redistribuant la violence comme outil de confinement local et non comme carte de force, car tout événement retentissant attirait immédiatement des groupes interagences capables de séries d'arrestations et de raids sur les liaisons. La configuration de réparation sous le feu permettait à Juarez de maintenir le corridor en fonction, mais au prix d'une réduction des dimensions et d'un déploiement constant de réserves, ce qui, dans l'ensemble, entraînait une diminution de la rente de la place forte et une augmentation de la dépendance à la stabilité de chaque nœud. Parallèlement, la pression des concurrents ne diminuait pas. Sinaloa étendait méthodiquement sa présence au Chihuahua, s'appuyant sur ses ressources humaines et son réseau d'alliés, ce qui obligeait Juarez à colmater sur place plutôt que de construire de nouvelles routes pour la croissance. En conséquence, en 2013, la guerre pour l'interface avait produit un effet cumulatif. Juarez avait maintenu le corridor et la logique du double circuit, mais le tampon nord était devenu plus mince, les vulnérabilités plus évidentes et le prix de la résilience plus élevé qu'au milieu des années 2000. Les précédents légaux contre Barrio Azteca et la pression politique sur la Linea avaient restreint l'espace pour les compromis, et toute défaillance de la gestion menaçait non plus une friction locale, mais une réaction en chaîne avec une continuation transfrontalière. Sur ce fond, la vague suivante d'attaques frappa logiquement non la rue, mais le circuit dirigeant et familial de Juarez, où les arrestations de 2013-2014 devaient vérifier à quel point le matériel du réseau était effectivement indépendant des figures qui lui avaient donné le rythme depuis l'époque de la matrice céleste. La pression cumulative sur l'interface routière d'ici 2013 s'est ajoutée à des coups ciblés sur le noyau de gestion et familial. Le réseau, qui avait survécu à la mort d'Amado et à la guerre pour Juarez, a subi une série d'arrestations visant à vérifier à quel point sa résilience était effectivement indépendante des figures. En septembre 2013, les forces fédérales ont arrêté Alberto Carrillo Fuentes, connu dans les documents sous le nom de Betty la Fea, que des sources américaines et mexicaines liaient à des rôles de gestion dans les vestiges du clan, et son arrestation a été le premier grand coup porté à la famille depuis plusieurs années. Dès octobre 2014, l'épisode clé a suivi. Vicente Carrillo Fuentes a été arrêté au Coahuila, comme confirmé par les autorités fédérales et les médias. Ce fut le changement le plus significatif du circuit supérieur de Juarez depuis 1997. La formalisation légale de ces arrestations, ainsi que les accusations de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, ont activé des mécanismes de long procès et de demande d'extradition qui éloignent durablement les figures dirigeantes du circuit. L'effet sur la logistique ne fut pas un effondrement immédiat. Une grande partie fut maintenue par l'inertie du réseau modulaire et les habitudes des nœuds. Mais la rente de la place forte se réduisit considérablement, les fenêtres devinrent plus coûteuses, les intermédiaires plus exigeants et les coefficients d'assurance plus élevés. En pratique, une plus grande charge retomba sur la Linea en tant que faction dirigeante de Juarez, qui assuma à la fois le bouclier de terrain et la coordination des routes au Chihuahua, tandis que sur la rive nord, le rôle de Barrio Azteca avait déjà été réduit par une série d'extraditions et de condamnations. La géométrie de la compétition avec Sinaloa changea non pas en faveur de Juarez. Sur le territoire de l'État de Chihuahua, les équipes de Los Salazar se renforcèrent, et les tentatives d'établir des trêves locales se heurtaient de plus en plus souvent au cadre fédéral de tolérance zéro envers les empires de la vieille école. En même temps, le réseau de Juarez continua de s'appuyer sur des nœuds autonomes et des intermédiaires locaux, ce qui empêcha le concurrent d'éteindre la lumière simultanément sur tout le périmètre. Les contours de l'interaction avec le CJNG à cette période ressemblaient plus à des contacts épisodiques qu'à une alliance stable. Le Nuevo Cartel de Juarez, qui figurait périodiquement dans les rapports comme un parapluie ou une franchise, ne réussit pas à briser durablement la diarchie Juarez-Sinaloa en ville. Cela s'expliquait non seulement par la force de Sinaloa, mais aussi par la mathématique locale des routes. Pour entrer, il fallait acheter les fenêtres ou détruire les centres de contrôle. Et ces deux tâches étaient plus coûteuses à Juarez que dans d'autres sections. Par conséquent, la ligne principale en 2015-2016 est restée la même. Juarez maintient le noyau grâce à la Linea et aux liens résiduels, Sinaloa étant méthodiquement Los Salazar. Et l'État réduit l'espace pour les grandes affaires dans les municipalités. Au niveau des personnalités, une nouvelle vague d'attaques a frappé la Linea. En mai 2018, Carlos Arturo Quintana, connu sous le nom de El 80, fut arrêté. Des sources mexicaines et américaines le décrivaient comme une figure clé du groupe au Chihuahua, responsable du contrôle des routes et de la violence sur le territoire.
Son arrestation fut la continuation logique de la stratégie de décapitation du bouclier de terrain de Juárez qui compensait la faiblesse de la direction après 2014. En août 2022, El Gatvin fut extradé vers les États-Unis conformément à la décision du tribunal fédéral du Nouveau-Mexique, ce qui indiquait l'accumulation de preuves sur des épisodes transfrontaliers et le refus des zones grises de juridiction dans cette section. Pour le réseau, cela signifiait non seulement la perte d'un commandant, mais aussi la cartographie des liaisons qui accompagnent inévitablement les extraditions de haut profil. De nombreux maillons intermédiaires se retrouvent sous les projecteurs déjà après le transfert du sujet dans le système américain. Un tel rythme d'arrestation et d'extradition ne laissait pas à Juárez le luxe de la réparation silencieuse. Chaque coup porté à la famille et à l'alinéa exigeait la réorganisation des routes, la réaffectation des caissiers et des dispatchers, et une augmentation du coût des fenêtres dans le nord, où le tampon routier de Béa ne pouvait plus colmater les brèches comme dans les années 2000. Sous la pression systémique, Juárez se maintint comme un parapluie, non comme un monolithe, autour de l'alinéa et des réseaux locaux capables d'assurer une fréquence minimale suffisante de vol et l'assurance de grandes cargaisons. C'était moins que les ambitions de la matrice céleste d'Amado, mais plus qu'une enseigne symbolique. Et c'est pourquoi, en 2018-2019, Juárez resta un objet de compétition, où Sinaloa pressait avec son ampleur, et Juárez avec l'inertie des habitudes et la profondeur des contacts municipaux. C'est sous cette forme que le cartel a abordé le seuil des années 2020, avec une direction affaiblie, avec un bouclier de terrain malmené mais vivant, et avec un corridor qui pouvait encore générer des rentes à condition d'une faible publicité, d'une haute redondance et de la volonté de payer davantage tous les participants à la route. Les années suivantes auraient à démontrer que même ce modèle minimaliste est vulnérable aux nouveaux acteurs et aux changements technologiques. Mais dans la logique de 2013-2019, Juárez répondait encore à la question principale du business. Est-elle capable de faire passer une cargaison à travers Juárez et El Paso sans interruption et bruits excessifs, même si à un prix qui, par le passé, aurait semblé inacceptablement élevé. Au début des années 2020, Juárez se maintenait non par sa taille et ses actions spectaculaires, mais par la routine d'un opérateur. Le corridor à travers Ciudad Juárez et El Paso continuait de fonctionner dans un format réduit, s'appuyant sur la Línea comme faction principale et sur les infrastructures routières résiduelles, ayant survécu à des années de persécution. Le sens de cette petite stabilité était que le réseau apprenait à payer pour la prévisibilité, plus de redondance, plus de routes de réserve et un prix plus élevé pour chaque fenêtre, tandis que la publicité était réduite au minimum pour ne pas attirer de groupes interagences et ne pas alerter le côté américain avec des preuves d'épisodes transfrontaliers. Sur la rive nord, l'interface routière restait vulnérable après les extraditions et les condamnations à perpétuité le long des lignes de Barrio Azteca, et donc l'appui à El Paso comme tampon ne fonctionnait plus comme au milieu des années 2000, obligeant la Línea à assumer un volume toujours croissant de gestion des incendies à l'intérieur du Chihuahua. Simultanément, le principal concurrent exerçait une pression constante. Le bloc de Sinaloa ne se retirait pas de la ligne, augmentant sa présence dans l'État via ses unités d'attaque et à certains endroits, interceptant les fenêtres grâce à un travail méthodique avec les soutiens municipaux, ce qui obligeait Juárez à colmater sur place plutôt que de construire de nouvelles routes pour la croissance. Les tentatives du CJNG de se consolider par l'enseigne du Nuevo Cartel de Juárez ne brisèrent pas la diarchie Juárez-Sinaloa en ville. L'entrée sans l'achat de fenêtres et sans le piratage des centres de contrôle restait trop coûteuse et politiquement visible dans ce nœud où toute vague d'attention affecte l'économie de la route. C'est pourquoi la tactique de base des années 2020 est la fragmentation des cargaisons, les horaires décalés et le silence autour des centres de contrôle. La faible amplitude du bruit réduit la probabilité de raids synchronisés et la flexibilité des horaires donne la possibilité de déplacer, même en cas d'interception locale. La pression légale continuait d'augmenter. En août 2022, Carlos Arturo Quintana, El Gatvin, décrit comme l'un des dirigeants clés de la Línea au Chihuahua, fut extradé vers les États-Unis. Et cette étape non seulement retira un coordinateur sur le terrain, mais aussi éclaira ses liaisons lors de l'extradition et des actions judiciaires connexes. Le côté américain, au cours de cette même décennie, a maintenu l'inertie de l'affaire consulaire de 2010 en se concentrant sur les leaders et les exécutants de Barrio Azteca. D'ici 2025, le département de la justice des États-Unis a publiquement confirmé les extraditions et les poursuites des accusés, consolidant pour la couche de rue le statut de réseau criminel transnational sans immunité frontalière. Dans ce contexte, la comptabilité économique du corridor changeait plus vite que l'infrastructure. Les commissions des intermédiaires et les coefficients d'assurance pour le transit augmentaient,
et la marginalité était compensée par la vitesse de rotation et la réduction des pertes. Sinon, les fournisseurs transféraient les cargaisons à ceux qui avaient un SLA plus stable sur l'horizon d'un trimestre. Cela poussait Juarez à une plus grande networkisation, moins de monolithisme, plus de nœuds autonomes et d'accords informels où la linea agissait comme un parapluie et non comme le seul centre de gravité permettant de maintenir une fréquence minimale suffisante de vol dans des conditions de pression externe constante. Géographiquement, le profil restait le même, Chihuahua et transit vers le nord-est, vers le Nouveau-Mexique et le Texas, avec un point d'attraction naturel dans la liaison Juarez-El Paso, où toute tentative de restaurer l'ancienne densité du tampon routier se heurtait aux condamnations accumulées et à l'échange de preuves entre les agences des deux pays. Du côté du concurrent, l'avantage était dans la scalabilité. Le réseau de Sinaloa, jouant sur l'ampleur du personnel et des ressources des alliés, pouvait exercer une pression synchronisée sur différentes vannes du système, tandis que Juarez devait réparer les vannes une par une, payant la stabilité par l'augmentation des coûts unitaires pour la sécurité et les intermédiaires. Même le contexte politique ne favorisait pas les zones grises. Après des années d'institutionnalisation des opérations conjointes entre les États-Unis et le Mexique, toute flambée de violence de grande ampleur entraînait automatiquement des groupes interniveaux et donc la fermeture temporaire des fenêtres et la réorganisation des horaires avec des coûts difficiles à répercuter sur l'acheteur final. En réponse, Juarez a redoublé de modération, risques publics minimaux, en misant sur les habitudes des nœuds et les longs contacts municipaux qui ne permettent pas au corridor de s'effondrer même en cas de perte de figure visible, car dans cette matrice, ce n'est pas le titre qui compte, mais la capacité d'ouvrir à temps un pont, un entrepôt et un convoi. Extérieurement, cela apparaît comme une logistique partisane de moyenne envergure, mais en substance, c'est un retour au premier principe de l'école d'Ojinaga, vivre selon un horaire qui survit aux personnalités et maintenir le flux là où le voisin paie le bruit avec la réputation et les cargaisons, et l'opérateur paie le silence avec de l'argent et de la discipline. De l'atelier frontalier d'Ojinaga des années 1970, où Pablo Acosta Villarreal a construit une bande d'aérodromes improvisés, de caisses et de fenêtres, jusqu'en juillet 1997, lorsque Amado Carrillo Fuentes est décédé après des interventions de chirurgie plastique à Mexico, une loi simple se dégage. Juarez gagnait toujours là où la logistique était plus importante que la force démonstrative et les titres. Le changement de propriété de ce corridor. D'Acosta, tué lors d'un raid à Santa Elena en avril 1987, au tandem Rafael Aguilar Guajardo et Amado, puis à la direction unique d'Amado après l'assassinat d'Aguilar à Cancún au printemps 1993, n'a fait que consolider cette loi, car c'est précisément la matrice céleste de l'aviation qui a fait de Juarez la capitale opérationnelle du Mexique central. Même le scandale du narco-général Jesus Gutiérrez Rebolo en février 1997, lorsque le chef de l'Institut national antidrogue a été arrêté pour ses liens avec Amado, n'a pas immédiatement détruit le réseau, bien qu'il soit devenu un catalyseur politique de la persécution, qui a donné le ton à la décennie suivante. C'est pourquoi la mort du Seigneur des cieux, en juillet 1997, n'a pas fait s'effondrer le corridor, mais a déclenché une lutte pour l'héritage, où le noyau familial s'est révélé décisif. Vicente Carrillo Fuentes a consolidé la gestion, en maintenant les horaires de vol, les fenêtres et les caisses, transformant Juarez en une plateforme technocratique avec une publicité minimale et une répétabilité maximale. Le tournant suivant est survenu en 2004. L'assassinat de Rodolfo Carrillo Fuentes, le 11 septembre à Culiacán, attribué au conflit avec Joaquín Guzmán, a brisé l'équilibre fragile entre les blocs et a transformé le compte personnel en un agenda proxy pour les cartels, déclenchant une chaîne de réponses symétriques et interrompant le mode de réparation. À partir de ce point de rupture, la tension a monté jusqu'à la guerre ouverte de 2007-2011 pour Ciudad Juárez, où sur le terrain, le bouclier d'attaque est devenu la Linea, composée de policiers actifs et anciens de Chihuahua, et sur la rive nord, l'interface routière était assurée par Barrio Azteca, couvrant les transbordements et les évasions à El Paso. La militarisation de la guerre contre les cartels a donné à l'affrontement une échelle industrielle. Et c'est alors que Juárez a maintenu le système non pas par des démonstrations de force, mais par l'excès de ramification et l'autonomie des nœuds, car toute victoire sans une fenêtre conservée sur le pont ne valait même pas une tonne de cargaison. L'année 2010 est entrée dans les annales avec 2 coups significatifs. Le 13 mars à Juárez, des personnes liées au consulat des États-Unis ont été tuées, ce qui s'est transformé en une affaire consulaire transfrontalière, et le 15 juillet, un attentat à la voiture piégée a eu lieu contre la police fédérale, démontrant une escalade de rue au-delà de la logistique professionnelle. Le front légal a opéré avec un retard, mais de manière inexorable. En 2012, le leader de Barrio Azteca dans l'affaire consulaire a été extradé vers les États-Unis. En 2014,
Un lieutenant de BC a reçu une condamnation à perpétuité et en 2019, un tireur présumé a été extradé du Mexique, une chaîne de précédents qui a privé la couche de rue de son ancienne immunité frontalière. Entre 2013 et 2014, l'attaque a également touché les hauts dirigeants familiaux. En septembre 2013, Alberto Carrillo Fuentes a été arrêté et en octobre 2014, Vicente Carrillo Fuentes a été arrêté, ce qui a clos un cycle de 20 ans d'ère familiale et a contraint le réseau à transférer plus de poids au circuit de terrain de la Linea. Juarez s'est maintenu comme un parapluie, mais son tampon sur la rive nord avait été épuisé par les extraditions de Béca et les concurrents, avant tout Sinaloa, avec la liaison Los Salazar, ont commencé méthodiquement à resserrer les fenêtres, augmentant le prix de chaque horaire et prime d'assurance. Les tentatives du CJNG d'entrer sous l'enseigne du Nuevo Cartel de Juarez n'ont pas brisé la diarchie dans la ville, car l'entrée sans l'achat d'une fenêtre ou le piratage des centres de contrôle était trop coûteux et politiquement évident dans ce nœud où chaque étincelle se convertissait immédiatement en pression interagence. L'épisode clé de la décapitation sur le terrain fut la chasse à Carlos Arturo Quintana L80. Son arrestation en mai 2018 à Chihuahua, puis son extradition vers les États-Unis en août 2022 ont coupé la lignea de son coordinateur de référence, éclairant simultanément les liaisons routières et personnelles pendant le processus d'extradition. Ces coups n'ont pas fait s'effondrer le corridor immédiatement, mais ils ont augmenté le coût unitaire de la stabilité. Juarez a dû fragmenter les cargaisons, augmenter la redondance et payer le silence par une augmentation des commissions des intermédiaires et des coefficients d'assurance. Sinon, les fournisseurs se tournaient vers ceux qui avaient un SLA plus stable sur l'horizon d'un trimestre. Au début des années 2020, le schéma de travail est devenu petit et pragmatique. La Linea comme faction principale et un réseau de nœuds autonomes au Chihuahua maintenaient une fréquence minimale suffisante de vol, et la couche de rue sur la rive nord s'appuyait sur les vestiges d'infrastructures sans la densité précédente de Barrio Azteca. Le département de la justice des États-Unis, d'ici 2025, continuait de rapporter les extraditions et les poursuites des accusés de BA dans l'affaire consulaire, consolidant pour l'interface de rue le statut d'organisation criminelle transnationale et annulant la marge juridictionnelle précédente. De ce long corridor chronologique, 3 conclusions se dégagent sur la nature de Juarez. Premièrement, ce n'est pas une verticale de charisme, mais un réseau d'horaires, de duplication et de caisses où les personnalités sont importantes tant qu'elles assurent le SLA, et c'est pourquoi la mort d'Amado en 1997 n'a pas détruit la matrice, mais n'a fait que vérifier sa résilience, qui fut alors assurée par le noyau familial et l'aviation standardisée. Deuxièmement, les guerres les plus destructrices ne commençaient pas pour l'argent, mais pour les symboles et le statut. Le point de basculement de 2004, avec l'assassinat de Rodolfo, a montré comment un conflit de réputation peut l'emporter sur la rationalité de la logistique et transformer une réparation en une guerre d'usure prolongée. Troisièmement, l'américanisation de l'application de la loi, du cas du narco-général, comme signal politique aux extraditions de BA et de L80, a rendu l'interface routière et les quartiers généraux sur le terrain aussi vulnérables que les sommets, transformant le conflit d'une polémique de rue en une mathématique légale à long terme. Le Juarez moderne est un parapluie sur la Linea et les réseaux locaux du Chihuahua, non un monolithe de l'ère de la matrice céleste, avec des rentes compressées, des fenêtres coûteuses et misant sur un minimum de bruit, afin que le corridor Juarez-El Paso continue de respirer dans des conditions de concurrence constante de Sinaloa et de pression interagence. Sa stabilité limitée repose sur le vieux principe de l'école d'Ojinaga. Vivre selon un horaire qui survit au titre, et tant que cette discipline fonctionne, Juarez reste non pas une mythologie du passé, mais un opérateur actif, bien que de gamme inférieure en termes d'échelle et d'ambition. Et si dans les années 1990, le principal accélérateur était l'aviation, dans les années 2020, c'est devenu la comptabilité silencieuse des risques, où chaque décibel de publicité supplémentaire se convertit en un raid, une fenêtre fermée et un trimestre de revenus perdus, ce qui explique mieux que n'importe quel slogan pourquoi l'actuel Juarez choisit l'invisibilité comme stratégie.